Bonjour à vous, bienvenue. Avant de commencer, merci d'avoir suivi la deuxième vidéo où nous avons exploré ensemble l'histoire de l'ordinateur, depuis le premier outil de calcul jusqu'aux machines modernes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette séance, intitulée Architecture de l'ordinateur, nous allons nous ouvrir littéralement la machine pour comprendre comment un ordinateur est organisé de l'intérieur, en nous basant sur le modèle célèbre, le modèle de John von Neumann, car il constitue le cadre architectural fondamental sur lequel repose presque toute l'informatique moderne. Ce modèle a façonné plus de 60 ans d'informatique. Allons-y. Aujourd'hui, la quasi-totalité des ordinateurs, du PC au smartphone, en passant par les serveurs, repose sur un principe fondamental, le modèle de von Neumann. Pourtant, ce modèle reste souvent abstrait. D'où vient-il? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi est-il encore pertinent aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment ce modèle est né, c'est répondre à la question d'où vient-il, comment il structure un ordinateur, quelles sont ses forces, ses composantes clés et quelles limites les ingénieurs tentent encore de dépasser. Alors, installez-vous, nous allons ouvrir ensemble la machine. Dans le contexte après-guerre, nous sommes en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, une période où les besoins en calcul automatique explosent, en cryptographie, en balistique, en sciences fondamentales, etc. C'est dans ce contexte qu'émerge le projet EDVAC, une machine électronique innovante. EDVAC veut dire Electronic Discrete Variable Automatic Computer. C'est également dans ce projet que John von Neumann rédige son célèbre rapport fondateur, dans lequel il décrit pour la première fois une machine dont le programme et les données sont stockés ensemble dans une mémoire. Voici le concept clé qui restera au cœur de l'architecture moderne. Avant cela, les machines étaient souvent construites pour une seule tâche précise. Et pour leur faire quelque chose de nouveau, il faut aller modifier physiquement leur câblage ou leur structure interne. Avec von Neumann, tout change. L'ordinateur devient une machine généraliste capable d'exécuter n'importe quel programme, tant que ce programme est stocké en mémoire. Ainsi, ce principe de programme stocké constitue la pierre angulaire du modèle von Neumann. Aujourd'hui, bien entendu, même si l'architecture a évolué avec des techniques comme les caches, les pipelines qu'on va voir tout à l'heure, ou les processus multicœurs, le principe de base reste le même. Mémoire unique pour instructions et données orchestrées par une unité centrale. Bien sûr, et bien entendu, il existe d'autres modèles parmi lesquels l'architecture Harvard. Un modèle dans lequel les instructions et les données sont stockées dans deux mémoires séparées. Cette séparation permet des accès parallèles à la mémoire, ce qui peut améliorer les performances dans certains cas et éviter certaines limitations du modèle de von Neumann. Toutefois, cette approche est généralement plus complexe à concevoir et dans la pratique des architectures hybrides mêlant Harvard et von Neumann sont souvent utilisées pour optimiser certains sous-systèmes. On se pose la question suivante, quelles sont les composantes du modèle de von Neumann? Ce modèle repose sur 4 composantes de base. La mémoire, l'unité centrale de traitement, CPU, les entrées-sorties, ES, entrées-sorties, input-output, et les bus de communication, bus de communication. Alors passons maintenant à ce qui constitue véritablement l'ordinateur selon le modèle de von Neumann. Une organisation structurée
autour de plusieurs entités clés reliées par un bus de communication. En premier lieu, nous avons la mémoire. C'est ce qu'on appelle le réservoir central. Dans le modèle de Van Neumann, la mémoire est le réservoir central qui stocke les données, valeurs et variables, les instructions de programme à exécuter, et chaque élément est stocké dans une case mémoire, identifiée par une adresse unique appelée adresse mémoire. C'est cette mémoire unique et partagée qui distingue ce modèle des autres où les données et les programmes seraient séparés. L'unité centrale, CPU, est aussi appelée processeur. Elle se compose de deux grandes sous-parties. D'abord, l'UAL, c'est-à-dire l'unité arithmétique et logique. Celle-ci, elle effectue des calculs arithmétiques, l'addition, la soustraction, etc. Elles sont très connues. Et les opérations logiques, c'est-à-dire les comparaisons, les opérations booléennes, etc. La troisième composante, c'est l'unité de contrôle UC ou CU. Elle est le chef d'orchestre. Elle lit les instructions en mémoire, les décode et dirige l'exécution des opérations en coordonnant les différentes parties du CPU. La troisième partie, c'est les entrées et sorties. La troisième partie des composantes de l'ordinateur, c'est les entrées-sorties, les ES. Ce sont les interfaces qui permettent à l'ordinateur, premièrement, de communiquer avec le monde extérieur par le biais du clavier, l'écran, souris, réseau capteur, etc. Soit faire circuler de l'information entre l'utilisateur et la machine, C'est-à-dire, elles permettent l'échange de données entre le système interne et le monde extérieur. Le monde externe. Sans ces périphériques, un ordinateur serait une machine isolée, incapable de recevoir des données ou de restituer des résultats visibles et utilisables. Alors, vu l'importance des entrées et sorties, ceux-ci seront expliqués en séance suivante, c'est-à-dire la séance 4 après celle-là. Revenons à la quatrième composante, essentielle aussi dans les composantes de l'ordinateur, c'est les bus de communication qui constituent les routes internes. Les bus sont des voies de communication internes, fils ou circuits intégrés à l'intérieur de l'ordinateur. Ils permettent la circulation des adresses, des données et des signaux de contrôle entre la mémoire, l'unité centrale et les périphériques. C'est pour ça qu'on dit c'est un chef d'orchestre. On y distingue trois bus. D'abord, le bus d'adresse. Il indique où lire, ou écrire. Il est unidirectionnel, c'est-à-dire dans un seul sens, des CPU vers les autres composantes. Nous avons les bus de données qui transportent les valeurs des données entre les composantes. Il est bidirectionnel. Bi, ça veut dire il échange des données entre deux tendances. Et on a le bus de contrôle, c'est celui qui se synchronise et orchestre le tout. Signalisation de lecture, écriture, synchronisation, etc. Notez bien, son bus, le CPU, l'unité centrale de traitement, et la mémoire ne pourraient pas communiquer, c'est-à-dire échanger d'informations. Maintenant, nous allons voir le cycle d'exécution d'une instruction. Comment ça se passe? Le modèle Van Neumann s'anime grâce à un cycle fondamental d'exécution d'instructions. On a le fait, c'est-à-dire le CPU charge l'instruction suivante depuis la mémoire. Décode, il décode l'instruction, puis identifie l'opération à effectuer. Exécute, il exécute l'opération arithmétique logique, accès mémoire. Stocke, il stocke le résultat dans un registre ou en mémoire. Recommencer, c'est-à-dire retourner à l'étape 1. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est une boucle, ça devient une boucle. Notez bien, ce cycle cadencé est cadencé par une horloge interne. Il structure toute l'exécution d'un programme. On se demande quelles sont les implications pratiques, c'est-à-dire la hiérarchie de la mémoire et ses limites. Dans la théorie, la mémoire est simple. Mais dans la pratique, la mémoire principale, la RAM, est trop lente pour suivre la vitesse du CPU. C'est pourquoi une hiérarchie mémoire a été introduite. On a
registre, cache, RAM, stockage. Le registre, ultra rapide et très petit. Le cache, rapide, il est intermédiaire entre CPU et RAM. La RAM, c'est la mémoire centrale, plus grande mais plus lente. Le stockage permanent, c'est les disques, c'est les SSD, ils sont très grands mais lents. Alors, plus on est proche du CPU, plus c'est rapide mais coûteux. Notez bien, comprendre cette hiérarchie est essentiel pour optimiser les performances. Et là vient un autre concept qu'on appelle le goulot d'étranglement de Von Neumann. C'est-à-dire une des limites notables du modèle de Von Neumann est ce qu'on appelle le Von Neumann bottleneck, c'est-à-dire goulot d'étranglement. En effet, comme les instructions et les données partagent une même mémoire et un même bus, alors un problème apparaît. C'est la limitation du débit. Le CPU peut parfois être ralenti car il doit attendre l'accès à la mémoire pour obtenir à la fois les données et les instructions. Notez bien, même les processeurs modernes souffrent encore de cette contrainte, malgré des caches et des techniques d'exécution avancées. Alors, les ingénieurs ont pensé à des solutions, c'est-à-dire il y a eu des évolutions modernes pour résoudre ce problème, c'est-à-dire pour compenser le déficit de cette limitation. Alors, les architectes modernes ont introduit des améliorations via des caches séparées, c'est-à-dire instructions et données pour atténuer le goulot. Du parallélisme, c'est multicœur, les pipelines et l'exécution multiple. On entend bien sûr ici par parallélisme, c'est faire exécuter simultanément plusieurs parties indépendantes de cette application sur plusieurs ressources matérielles. Des architectures hybrides, c'est-à-dire on a essayé de créer une combinaison mêlant l'architecture de Von Neumann et l'architecture de Harvard pour certains sous-systèmes. On se pose la question suivante, pourquoi ce modèle, le modèle de John Von Neumann, est resté fondamental et reste fondamental. Pour vous, étudiants ou curieux, comprendre le modèle de Von Neumann est essentiel. En effet, ce modèle vous donne un cadre pour comprendre l'organisation interne d'un ordinateur. Deuxièmement, ce modèle vous aide à comprendre les choix techniques modernes. Troisièmement, ce modèle vous prépare à des sujets avancés tels que la microarchitecture, les assembleurs, les systèmes embarqués et la performance, etc. Malgré ses limites, notez bien, malgré ses limites, ce modèle reste un pilier, car il structure encore la quasi-totalité des machines actuelles. Venons-en à une conclusion de cette séance. L'architecture Von Neumann, elle définit un ordinateur comme un système composé de une mémoire unique, un processeur CPU, des bus de communication et des périphériques entrée et sortie. Ce modèle a transformé des machines statiques en machines universelles, programmables. Aujourd'hui encore, malgré les évolutions, les pipelines, les caches et les multicœurs, les ordinateurs restent profondément Von Neumann dans leur structure. Comprendre cela, c'est mieux. Comprendre l'ordinateur que vous utilisez chaque jour. Nous arrivons à la fin de cette séance. Je vous dis merci de votre attention. Si cette présentation vous a éclairé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Posez vos questions sur l'architecture des ordinateurs. Vous abonnez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ne pas oublier que cette séance, comme ça a été signalé précédemment, que cette séance vidéo a été aussi enregistrée en arabe sur cette chaîne. Ainsi, si vous préférez la suivre en arabe, elle se trouve juste avant ou après cette vidéo. Et comme annoncé précédemment, la prochaine séance sera consacrée au périphérique d'un ordinateur pour comprendre comment l'ordinateur interagit avec le monde extérieur. Alors, je vous dis à très bientôt pour la 4e séance, la séance suivante avec laquelle on va terminer le concept d'ordinateur et son environnement. Salam.